Cet hélicoptère suréquipé, il est au cœur d'une opération spéciale préparée depuis plus de 5 ans. Nous sommes en 2024 sur l'une des îles les plus isolées au monde. Le but, éradiquer les milliers de rongeurs qui y vivent, absolument tous. Salut, c'est Lucas. Cette opération spéciale, elle est menée par la France au bout du monde. D'un côté, il y a ces hélicoptères spécialement équipés chargés de kilos de produits mortels. En face, leur cible, plusieurs milliers de rats et de souris qui, selon de nombreux scientifiques, menacent plusieurs espèces au bord de l'extinction. Il faut qu'on agisse rapidement, plus rapidement en tous les cas que le taux de reproduction du rat. Tout ça nous emmène sur l'île Amsterdam, une île française isolée que je ne connaissais pas et où très peu de personnes peuvent aller. Dans cet écran unique, j'ai appris que des humains ont tout déréglé et que d'autres aujourd'hui veulent déployer d'énormes moyens pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Alors pourquoi sortir des hélicoptères contre des rats au bout du monde? Cette opération d'ampleur peut-elle vraiment aider l'île et ses habitants? Je vous explique. Cette histoire, vous allez voir, elle me rappelle fortement son histoire à lui. Le dodo, cet oiseau mythique de l'île Maurice qui a totalement disparu il y a 300 ans suite à l'arrivée des Européens. Et notamment à cause des chiens, du bétail ou des rats qu'ils avaient apportés avec eux. Retour en 2024. Cette opération à grand renfort d'hélicoptères, son objectif en quelque sorte c'est d'éviter que le destin tragique du dodo ne se répète plusieurs fois. Il y a assez d'espèces qui disparaissent ailleurs dans le monde. Si on a la possibilité sur ces territoires de les préserver, il faut le faire. Ok, mais qu'est-ce que des hélicos viennent faire là-dedans? Ces images sont récentes, elles datent du début de l'été 2024. Cet hélicoptère, il porte une sorte d'entonnoir géant prévu spécifiquement pour ce type d'opération. Il permet de déverser des milliers de granulés pendant des heures sur cette étendue sauvage. Si on regarde ces granulés de plus près, ce sont en fait des appâts qui contiennent un produit mortel pour les rats et les souris. C'est un anticoagulant, c'est la même molécule qu'on retrouve dans les raticides en fait, qu'on peut retrouver dans le commerce. Selon ce document, il s'agit bien d'une opération d'éradication d'envergure. D'abord par son objectif, car éradication, ça veut dire qu'en quelques jours d'opération, elle doit pouvoir toucher et éliminer absolument tous les rats et les souris vivant sur cette île à 100%. C'est plusieurs dizaines de milliers d'individus sur l'ensemble de l'île. Quand on est arrivé sur l'île au mois d'avril, quand on passait d'un bâtiment à l'autre, on voyait les souris et puis les rats courir sur base. Précisons que cette île mesure près de 58 km² et que ces animaux peuvent être cachés dans des terriers, des cavités volcaniques ou dans des falaises très peu accessibles, d'où l'hélicoptère. Donc en fait, on va quadriller l'île de manière à n'avoir aucune zone blanche. Il faut qu'on s'assure quand on fait ce type d'épandage de ne pas avoir des zones sur lesquelles on n'a pas d'appât, au risque d'avoir des fois 2 ou 3 individus qui soient encore en vie à la fin de l'opération et qui seront en capacité du coup de se reproduire et de nouveau recoloniser l'île. Cette opération, elle est donc aussi d'envergure par les moyens utilisés. Des montagnes de caisses de raticides, des équipes dédiées et 2 hélicoptères. Et ça prend un tout autre sens quand on sait comment tout ça a dû être amené sur l'île. L'île Amsterdam, elle appartient à la France, elle se situe ici dans l'hémisphère sud et c'est l'une des plus isolées au monde. Si on mesure, l'Australie se situe à plus de 3000 km, idem pour le continent africain et idem pour le continent antarctique. Pour s'y rendre, il y a en général un seul bateau qui fait les trajets réguliers et seulement 4 fois par an. C'est lui, le Marion Dufresne. Quand on y va, il faut compter à peu près 5 à 6 jours de mer depuis la Réunion pour atteindre les côtes de l'île Amsterdam. Et il n'accoste pas sur ces façades rocailleuses, tout doit être débarqué par hélicoptère. Quand j'ai entendu parler de cette éradication d'envergure, je me suis posé pas mal de questions. Comment peut-on arriver à une telle situation? Pourquoi concrètement on décide de faire ça? Et quelles conséquences ça peut avoir? Pour bien comprendre, il faut se plonger dans l'histoire de cette île unique. Visitons ensemble cette île à l'écart du monde où très peu de personnes se sont déjà rendues. Cette île, c'est en fait un ancien volcan au paysage grandiose. Ce qui frappe avant tout, je pense, c'est vraiment le caractère sauvage en fait. On n'est qu'un invité sur ce type de territoire et c'est vrai que ça pousse à la contemplation et à l'humilité. Elle a une taille de seulement 10 km sur 7, mais son extrême isolement notamment fait qu'elle abrite des habitants sauvages assez incroyables, dont certains uniques. Il y a des orques! Oh là là! On a trop de chance! Si on débarque sur ces côtes, on découvre ces otaries à fourrure dont les meilleures plongeuses peuvent dépasser les 200 mètres de profondeur. À plusieurs endroits vivent aussi ces étranges manchots avec des yeux rouges et une touffe jaune sur la tête et qui se déplacent en sautant. On les appelle les gorfous sauteurs du Nord et dans tout l'océan Indien, l'île d'Amsterdam est le seul endroit où on les trouve. Le plus rare, il se cache pas loin du sommet de l'île et sur Terre cet animal on ne le trouve qu'ici dans une petite zone d'environ 3 km² sur le plateau des Tourbières. On l'appelle l'albatros d'Amsterdam. On dirait pas forcément comme ça, mais cet albatros, quand il étend ses ailes, il peut mesurer plus de 3 mètres d'envergure, c'est bien plus grand que moi. De voir ces oiseaux, ils sont debout sur leurs pattes qui arrivent quasiment jusqu'à la hanche, voire un peu plus haut. C'est impressionnant, ouais. En 2022, on comptait seulement 65 couples de cet albatros ultra rare ici, donc 65 couples pour le monde entier.
Pour finir notre visite, rendons-nous de l'autre côté de l'île. Voici les falaises d'Entrecasteaux. Abruptes sur environ 700 mètres, elles paraissent très inhospitalières. Et pourtant, quand on regarde de plus près, on peut voir des milliers d'oiseaux qui y nichent. On retrouve sur une falaise, ou au pied d'une falaise, où il y a 20 000 oiseaux qui se reproduisent. Et puis là, il y a les oiseaux qui font des va-et-vient le long des courants d'air, le long des falaises. On y trouve notamment cet autre albatros, l'albatros à bec jaune de l'océan Indien, dont voici un jeune poussin dans un étonnant nid à même la falaise. L'île, elle abrite la plus grande population au monde de cet albatros. Environ 65% d'entre eux viennent s'y reproduire. Donc c'est la plus petite espèce d'albatros au monde, bien que ça fait encore 2,50 m d'envergure. Ils se reproduisent qu'à partir de 4 à 8 ans en fonction des espèces. Mais pendant ces 4 à 8 ans, en fait, l'oiseau pose jamais le pied sur une île. Il divague dans l'océan austral. En 1932, Edgar Robert Delarue remarque aussi une autre spécificité de l'île Amsterdam. Elle offre la particularité d'être la seule de tout l'extrême sud de l'océan Indien à posséder des arbres. Et oui, dans ces régions isolées et balayées par des vents violents, très peu d'arbres peuvent survivre. L'arbre qu'il découvre, ici en photo, c'est le Philica arborea. Plutôt un arbuste en fait qui va faire 3-4 mètres de haut max. Quand il s'est en fleurs, en fait, il y a une odeur de miel. Du fait de ses paysages et de ses animaux exceptionnels, l'île Amsterdam est classée réserve naturelle. Elle est même inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO avec le reste des terres australes et antarctiques françaises. Mais il y a un mais. Les deux albatros par exemple, ils sont en danger d'extinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Idem pour le gorfou sauteur et d'autres animaux de l'île sont aussi menacés. Il faut savoir qu'originellement, on n'a aucun prédateur naturel en fait sur ces îles-là. Et ça, c'est important. On a des oiseaux qui se reproduisent mais qui n'ont aucun comportement de défense vis-à-vis d'une prédation. Quant aux arbres Philica, cette carte montre l'étendue qu'ils avaient selon les premières observations de l'île. En 1874, voilà ce que ça donne, ils auraient déjà massivement disparu. Et en 1988, les rares bosquets répertoriés ne se situaient qu'à ces 3 endroits. L'isolement, ça explique en partie la richesse de cette île, mais aussi ses faiblesses. Nous sommes en 1633 et le début de la fin commence à peu près ici. C'est Van Diemen, ce navigateur hollandais, qui en passant à côté cette année-là, lui donne le nom de son navire, New Amsterdam. Après ça, l'île va connaître ses premières visites humaines. Au cours des 18e et 19e siècles, ce sont principalement quelques explorateurs, des naufragés, des pêcheurs venus de l'île de la Réunion ou encore des baleiniers ou des chasseurs de phoques américains et anglais. L'humain, il voyage rarement seul quand il est en bateau. Il est toujours accompagné soit d'animaux clandestins, entre guillemets, notamment les rongeurs qui étaient dans les cales, les souris et les rats. Le chat débarque aussi sur l'île, peut être amené comme animal de compagnie pour chasser les rongeurs. Ces animaux circulent en liberté sur l'île et se multiplient. Un autre exemple m'a marqué. En 1871, j'ai découvert qu'un réunionnais du nom d'Heurtin débarque à son tour sur l'île et tente notamment un élevage avec 5 bovins. C'est un échec, il finit par quitter l'île, mais il abandonne sur place ses animaux. Dans ce pays, les otaries regardent les vaches sauvages mourir de vieillesse. Un peu plus de 100 ans plus tard, en 1988, le nombre de bovins est estimé à environ 2000. Vous vous souvenez de cette carte qui montre la réduction drastique du Philica, l'arbre originaire de l'île? En plus notamment des incendies et des coupes humaines, les bovins seraient les principaux responsables de cette destruction massive des arbres. Depuis plusieurs années, des scientifiques récupèrent les graines pour tenter d'aider cet arbre à se redévelopper, mais là aussi ça coince. Malheureusement, à cause des rongeurs qui montent dans les arbres, en fait, la plupart des graines n'arrivent pas à venir à terme. Et quand il y a quelques graines qui tombent au sol, qui essayent de germer, et ben il y a le rat ou la souris qui sont là en fait pour manger l'écorce. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Des restes d'ossements retrouvés dans des cavités indiquent que plusieurs oiseaux qui y vivaient ont déjà disparu. Les chats et les rats s'attaquent directement à certains oiseaux ou leurs petits, notamment chez plusieurs albatros. Entre les années 1980 et 2015, le nombre de couples d'albatros à bec jaune a connu une baisse de 40%. Et entre 1972 et 2015, la population du gorfou sauteur aurait même diminué de près de 80%. Les importants déclins récents d'albatros à bec jaune et d'autres oiseaux s'expliqueraient également en grande partie par des épidémies et notamment de choléra aviaire. Mais là aussi, les animaux introduits pourraient jouer un rôle important. Le rat est également vecteur de pathogènes dont le choléra aviaire. En se déplaçant au sein des colonies et entre les colonies, il va contribuer justement à la dispersion de ce pathogène qui est mortel pour les poussins et également favoriser le maintien du pathogène du choléra aviaire d'une année à l'autre au sein des colonies. Et donc d'année en année, de manière cumulative, comme ça on va avoir des
des taux de survie qui vont être très faibles chez les poussins. Ces animaux introduits, ils pèsent donc sur la survie de plusieurs richesses naturelles de l'île. Mais quand j'ai entendu cette histoire d'hélicoptère, j'ai été surpris. Je me suis d'abord demandé s'il y avait vraiment besoin d'aller jusque-là, et si ça ne pouvait pas poser des problèmes pour l'île et les animaux. Déjà, ces hélicoptères, je vous ai dit qu'ils visaient les rats et les souris, alors que sont devenus les bovins et les chats. De temps en temps, le fermier jardinier, qui est marin de son métier, s'offre une partie de chasse pour ravitailler la mission. Une partie des vaches est chassée et notre parquet dans le nord de l'île. Suite à ça, la réserve observe une bonne régénération des habitats sur les sols peu dégradés. Et les équipes décident donc d'éradiquer le reste des bovins en 2010. En ce qui concerne les chats retournés en liberté, ce rapport de 2022 indique que le contrôle de la population est engagé depuis septembre 2020. La population de chats sur l'île Amsterdam, elle est évaluée après une trentaine d'individus là dans les années 2010. Il y a deux éléments qui en fait en tous les cas contribué au fait que depuis 2 ans, on n'a plus de présence de chats avérée sur l'île Amsterdam. En fait, suite à l'éradication du bovin, on a le milieu qui s'est clairement refermé en fait. Les milieux étaient broutés. On pense qu'effectivement, il y a un effet collatéral sur la survie du chat qui n'arrive plus à chasser aussi facilement. On a également réalisé des opérations de piégeage et de tir en 2021 et 2022. Et du coup, le dernier individu qui a été observé, c'était novembre 2022. Mais j'ai aussi trouvé ce document dans lequel un scientifique regrette l'abattage des bovins au nom de leur valeur patrimoniale, génétique et scientifique. À propos de cet animal, il indique notamment que l'homme s'est arrogé le droit de décider que son origine domestique avait moins d'importance qu'une autre sauvage. Selon cette autre étude, éliminer des espèces introduites peut faire débat, et notamment sur des mammifères comme ici qui peuvent ressentir de la douleur. Alors, est-ce que c'est vraiment la seule solution ? La priorité pour nous, en tant que gestionnaire d'une réserve naturelle, d'un site patrimoine mondial de l'UNESCO sur lesquels on sait qu'il y a un impact avéré, c'est la gestion de l'impact en fait. On ne fait pas de la gestion de mammifères introduits gratuitement et c'est pas une fin en soi de faire une éradication. En parallèle de ces opérations d'éradication, il faut préciser que les autorités ont agi sur d'autres menaces comme la pêche et tentent d'agir sur les épidémies via la recherche, notamment sur des vaccins. Sur d'autres menaces comme le changement climatique, cette réserve peut prendre quelques mesures, mais pas changer grand chose. D'après plusieurs études, réduire l'impact de ces animaux introduits est donc l'un des seuls leviers existants pour renforcer les chances de survie de plusieurs espèces rares. L'île Amsterdam, elle fait 55 km². On n'a pas la capacité de mettre en place des pièges sur l'intégralité de l'île et de manière efficace. Si on ne mettait pas de notre côté toutes les chances pour enlever l'ensemble de la population, en fait, on dépenserait de l'argent public parce que 2 ans après, ça revient. L'impact sur les oiseaux est le même. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de vouloir enlever tous les individus. Et pour ça, selon ce document, cette opération d'éradication est la seule méthode efficace et adaptée au contexte d'Amsterdam. Ces opérations, je me suis demandé si ça pouvait entraîner des souffrances chez les animaux visés. On va s'assurer aussi, dans les méthodes employées, d'assurer une certaine forme d'éthique, en tous les cas, vis-à-vis de la mort qui va être donnée à l'animal qui est ciblé. Selon ce document, tout au long de l'opération, des mesures sont prises contre toute souffrance animale. Les techniques utilisées seraient par ailleurs adaptées afin de minimiser le stress des animaux. Je me suis aussi demandé s'il n'y avait pas des risques de pollution sur place ou d'impact sur d'autres animaux. Évidemment, ces questions-là d'impact potentiel sur d'autres espèces, elle est évaluée. Alors l'avantage sur l'île Amsterdam, c'est que toutes les espèces d'oiseaux présentes sont des oiseaux marins. Donc en fait, elles viennent se reproduire pendant l'été à terre et après elles quittent complètement l'île pour être en mer. Donc on a du coup des périodes dans tous les cas sur lesquelles on sait qu'on a les oiseaux qui sont pas présents, ceux qu'on essaie de protéger. Alors le deuxième point ensuite, c'est la question de l'utilisation d'une molécule qu'on pourrait considérer toxique. En fait, on fait des prélèvements dans le sol, dans les espèces, dans la végétation, mais également dans le milieu marin pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rémanence de la molécule dans le milieu. J'ai aussi trouvé ces études faites par différents scientifiques qui expliquent toutes que éradiquer les mammifères introduits de l'île d'Amsterdam, ça aurait des effets bénéfiques. L'opération, elle a eu lieu au début de cet été et je me suis donc demandé quels sont les résultats. C'est des opérations qui coûtent cher, alors encore plus dans les terres australes antarctiques françaises parce que on est loin. Là pour l'île Amsterdam, alors on est sur à peu près 2,5 millions. Alors est-ce que l'objectif est atteint ? Après le premier épandage, on n'a pas vu un seul rongeur. Maintenant, il va falloir attendre 2 ans pour être sûr qu'il n'y a pas un patch de rongeurs qui a survécu, qui reconnaît les îles. Selon les responsables, ce type d'épandage aérien serait déjà éprouvé depuis plus de 30 ans dans d'autres opérations menées dans le monde. Ce plan de gestion de 2018 précise que les rats ont été éradiqués d'au moins 14 îles de plus de 500 hectares et que le taux d'échec est d'environ 5%. Les scientifiques peuvent aussi s'appuyer sur un autre exemple à environ 80 km de là. Nous sommes sur Saint-Paul, une île voisine en forme de volcan effondré. Ici, à la fin des années 1990, on estime qu'il y a entre 50 000 et 100 000 rats. Ils sont alors complètement éradiqués.
Suite à cette opération, des espèces connues pour être attaquées par les rats ont connu une croissance démographique élevée. Mais ce n'est pas tout. Alors que le nombre d'oiseaux marins répertoriés sur l'île s'élevait à seulement 6 avant le programme d'éradication, les scientifiques recensent désormais 13 espèces d'oiseaux marins sur l'île. On peut facilement imaginer, dans 20 ans ou dans 30 ans, de voir beaucoup plus d'espèces d'oiseaux, une diversité plus grande sur l'île d'Amsterdam. J'espère aussi que le Finica va se régénérer naturellement. J'espère que cet épisode des Doc Nature vous aura appris des choses. Ce type de questions, c'est toujours des sujets assez complexes, mais j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations pour vous faire une idée de la situation. Bien sûr, n'hésitez pas à compléter via les commentaires. Avant de nous quitter, voici autre chose qui m'a intéressé sur cette île Amsterdam. À la base d'Amsterdam, il y a une dizaine de bâtiments. Entre 25 et 40 personnes en fonction de la période de l'année, qui vivent ensemble tous les jours. On croit que souvent quand on va dans ces milieux, on va être seul. Ben non, on n'est jamais seul parce qu'on est tout le temps en communauté avec ces gens-là. Pendant entre 6 mois et 1 an en fonction de la durée du séjour. Il y a des gens pour l'entretien de la base. Donc c'est soit des militaires, soit des contractuels. À côté de ça, il y a des scientifiques ou des SC qui font des suivis à long terme sur les colonies d'oiseaux, sur les insectes. Les agents de la réserve naturelle font également de la lutte contre les espèces invasives mais végétales. Je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont donné accès aux photos ou aux vidéos qu'on vous a montrées dans la vidéo et qui permettent un peu mieux de visualiser, d'imaginer concrètement cette île complètement isolée. Un grand merci à toutes les personnes de Brut qui ont participé à cette vidéo et rendez-vous dimanche prochain dès 10 h pour un nouvel épisode.